Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la Semaine Bleue, qui est un moment privilégié dans l'année pour changer de regard sur les personnes âgées et briser les idées reçues. Pour introduire cet événement, j'ai le plaisir d'accueillir Nicole Bigas, présidente de la Fondation Mutac et vice-présidente de Mutac. Mutac, c'est une mutuelle qui couvre environ 200 000 personnes en contrat individuel et collectif. Nicole ? Merci, bonjour. Bienvenue à tous pour cette conférence de presse lors du lancement du nouveau baromètre des idées reçues contre le grand âge. La Fondation Mutac a été créée par la mutuelle Mutac, spécialisée dans les obsèques santé, et elle a été créée en 2013, ça va faire bientôt 10 ans, pour lutter justement contre l'isolement des personnes âgées et bien évidemment favoriser les liens intergénérationnels par rapport à ça, à cette population. Donc, depuis 10 ans, nous mesurons le regard porté sur nos aînés et nous apercevons que ce regard évolue, mais très lentement et toujours de façon très, très progressive, pour pas dire pas suffisamment positive. Alors, de ce fait, cette population de personnes âgées, qu'on peut appeler les vieux, qu'on peut appeler les seniors, qu'on peut appeler les âgés, souffre d'un ensemble de crises qui nous impactent de plus en plus. Actuellement, nous avons vécu, vous le savez, depuis 2 ans, la crise du Covid, du confinement, qui a généré de fait beaucoup de difficultés et aggravé l'isolement des personnes âgées. Je ne vais pas revenir, mais on en parlera probablement de la crise des EHPAD, avec la faillite de la prise en charge de ces personnes âgées et toutes les difficultés que cela a généré psychologiquement, économiquement et socialement parlant auprès des personnes âgées et de leurs aidants. Je ne veux pas perdre de vue non plus la crise climatique, la crise énergétique qui impacte forcément toutes ces familles, les aidants comme les personnes âgées qui ont diminué dans leurs ressources, qui ont vu leurs ressources diminuer. Et bien évidemment aussi ne pas oublier la réflexion aujourd'hui qui est dans la société un sujet qui impacte tout le monde, la fin de vie. Nous sommes aujourd'hui il y a aujourd'hui en France plus de 22 000 centenaires, dont 18% en plus de 75 ans. Et on sait que 2 Français sur 3, en 2050, auront plus de 60 ans. Cela pose quand même la question, effectivement, de comment bien vieillir et comment bien finir sa vie. Donc, c'est un sujet aussi qui impacte et qui est d'actualité. Et donc, cette semaine bleue qui s'ouvre cette semaine, aujourd'hui, si je puis dire, qui porte sur, justement, le combattre les idées reçues auprès des personnes âgées, tombe à point nommé avec ce que nous recherchons au niveau de la Fondation, c'est-à-dire donc lutter contre cet isolement. Et donc, nous sommes ravis de le faire avec l'Institut BVA et sous égide de la Fondation de l'Avenir, parce que ces personnes-là, aujourd'hui, ont besoin qu'on les voit différemment. Donc, cette semaine bleue va nous permettre, et ce baromètre que nous allons lancer régulièrement, je l'espère tous les ans, voire peut-être tous les 2 ans, va nous permettre de dresser la perception que l'on a sur le regard des pratiques, des activités, des façons de vivre des personnes âgées, mais aussi des autres personnes qui portent un regard sur ces personnes âgées, de dresser donc un bilan de ce regard et de voir comment on peut faire évoluer positivement. C'est là que les actions de la Fondation Mutac vont pouvoir agir. Alors, je ne vais pas aller plus loin, mais je voudrais laisser maintenant la parole à Odile Becsetto, qui est directrice de BVA Santé, qui va vous présenter les travaux de ce nouveau baromètre BVA. Merci. Bonjour à tous. Donc, l'originalité de cette approche, c'est effectivement un sondage où nous avons souhaité un regard croisé intergénérationnel sur la perception que la société a des sujets âgés, avec peut-être l'idée au départ que finalement les jeunes avaient peut-être des visions différentes sur la vieillesse que les personnes âgées. Nous allons dévoiler donc ces résultats. Donc l'enquête a été menée auprès d'un échantillon national représentatif de 900 personnes et nous avons musclé en quelque sorte, puisque c'était quand même le cœur de l'étude, par un suréchantillon de 100 personnes âgées de 70 ans et plus pour qu'on ait dans les tranches d'âge les plus âgés suffisamment de monde. Donc, comme l'ensemble des résultats analysent tous ces sujets de perception et de regard sur le grand âge, par tranche d'âge, comme vous le voyez, les 18-29 ans, il y a vraiment un effet générationnel, les 30-39 ans, les quadras, les quinquas, sextas et les 70 ans et plus, donc, et ainsi qu'un tas d'autres critères. Donc l'étude est très riche puisque, évidemment, il y a
selon le sexe, les régions, selon la catégorie socio-professionnelle, le niveau d'études, la situation familiale, le lieu de vie, etc. Premier résultat, en spontané, donc là, quand on rentre dans le sujet, pour vous, le vieillissement, c'est quoi? Donc les évocations spontanées du vieillissement, on a quand même 66% d'évocations négatives, avec essentiellement des choses liées à l'altération des capacités, 51%. On parle tout de suite maladie, problèmes de santé, détérioration de la santé, dépendance, perte de mobilité. Donc quand même quelque chose d'assez négatif, avec finalement qu'un Français sur 3, 23%, qui sont aussi capables de citer des choses positives. C'est aussi un temps pour le vieillissement, de prendre son temps, c'est l'expérience, c'est la maturité, etc. Donc, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le premier sujet, spontané, c'est assez négatif. Comme le disait Marie-Cécile tout à l'heure, en perception, quand on demande aux Français quelle proportion de personnes âgées est dépendante en perte d'autonomie, on a le chiffre de 41%, donc des personnes âgées qui, selon les Français, seraient dépendants. Or, on sait que ces 2,5 millions de seniors en perte d'autonomie, ça fait 15% dans les statistiques INSEE. Donc, il y a un décalage. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a beaucoup parlé du sujet des EHPAD récemment? En tout cas, dans l'œil des Français, il y a quand même cette idée de perte d'autonomie qui est quand même très associée. On demandait également quel est le regard que portent les Français sur les personnes âgées dans notre société. Donc, ce n'est pas forcément le regard que chaque personne porte, mais en tout cas, c'est l'impression qu'elle a du regard de la société. Donc, on voit, vous voyez, vous avez en rouge et en orange les pourcentages négatifs, et en vert, plutôt les pourcentages positifs. Et la note moyenne, qui est puisqu'il donnait une note, de plus c'est rouge, plus c'est des notes faibles, de 1 à 3, plus c'est vert, c'est des notes élevées de 8 à 10. Et on voit, vous voyez, qu'on a des moyennes qui ne sont pas fantastiques. Alors la moyenne ne signifie pas grand-chose, parce qu'on s'aperçoit qu'on a un clivage. On voit qu'en majorité, quand même, il y a un respect vis-à-vis des personnes âgées. La note est de 6,3. Il y a plus des 2 tiers qui voient la société comme portant un certain regard respectueux. La bienveillance également, mais on voit quand même qu'il y a une partie non négligeable de gens qui portent un regard méprisant, qui portent un regard dur, vous voyez, 36%, indifférent. Donc ça, c'est quand même l'indifférence, et un regard pesant également. Donc on a un clivage, on n'a pas une homogénéité, et il y a vraiment quelque chose à faire pour changer le regard de tous ces gens qui portent un regard assez négatif sur les personnes âgées. Ensuite, on demandait aux Français de nous donner leur point de vue sur un certain nombre d'items qu'on leur suggérait. Et on voit là encore ce clivage qui existe entre les perceptions très positives et puis des perceptions plus négatives. Donc à la fois, vous avez une majorité de Français qui est d'accord pour dire les personnes âgées ont beaucoup de choses à nous enseigner, donc la notion d'expérience. Les personnes âgées sont utiles, nécessaires à la société, 89%. Vieillir permet d'avoir du temps, 81%. Vieillir permet d'envisager la vie avec sagesse, 77%. Donc ça, c'est très positif. A contrario, on a quand même 68% à qui vieillir fait peur. Donc le vieillissement, c'est quelque chose qui est empreint d'une certaine anxiété. 45% qui vous disent les rides, les cheveux blancs, ça crée des complexes. 43% qui disent que c'est un frein à la vie sociale. Donc il y a quand même des pourcentages non négligeables de gens qui associent des choses assez négatives. Il y a même 34% des gens qui disent en fait ça coûte cher, et même 13% qui disent le vieillissement est une maladie. Donc là, on voit émerger en France quelque chose qui était quand même un petit peu absent, le côté un peu qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, où effectivement le transhumanisme, on peut tout réparer, et donc avec finalement vieillir, on peut lutter contre ça, et ce serait une maladie. Donc on a quand même un Français sur 10 qui est dans cette lignée-là. Le vécu et l'expérience vis-à-vis de l'âge. Alors, on a parlé, donc l'agisme, effectivement, c'est le fait, effectivement, de souffrir de discrimination liée à l'âge, mais à l'âge âgé. Or, on s'aperçoit dans cette enquête qu'il y a aussi des gens qui souffrent d'avoir été trop jeunes, d'avoir un moment. Donc, il y a un rapport à l'âge, de toute façon. Soit, vous voyez, vous avez 20% des Français qui ont souffert dans leur vie d'avoir été discriminés du fait qu'on leur a fait sentir qu'ils étaient trop vieux. Et vous avez 14%
qui ont été discriminés parce qu'on leur a fait sentir qu'ils étaient trop jeunes. Donc on a quand même 31%, quand on agrège les deux, de discrimination liée à l'âge. Alors, on s'aperçoit que effectivement, les discriminations touchent toutes les générations. Vous voyez, quand on fait, c'est un signe aussi de ce sondage, il n'y a pas forcément les jeunes générations qui ont un vécu très différent ou qui portent un regard très différent sur les personnes âgées par rapport aux vieilles générations. Là, on s'aperçoit d'ailleurs que c'est plutôt les jeunes, 40%, qui déclarent avoir été le plus discriminés du fait qu'ils se sentaient trop jeunes, en majorité, évidemment. Alors, on se sent discriminé par rapport à son âge, à qui on fait sentir qu'on est trop vieux à partir de 49 ans. Et c'est essentiellement lié au contexte professionnel. Donc, c'est dans le milieu professionnel, mais on voit, vous voyez, 54% professionnel, mais 22% dans le contexte familial ou 22% dans le contexte amical. Donc, 49 ans, c'est quand même jeune. Et pour les jeunes, on leur a fait sentir qu'ils étaient trop jeunes en moyenne à 23 ans. Et là aussi, c'est dans le milieu professionnel. Donc, il y a quand même quelque chose à faire dans le milieu des entreprises, dans le milieu du travail, pour déjà amorcer ça et changer ce regard sur l'âge, que ce soit pour l'agisme trop vieux ou pour le fait de se sentir trop jeune. Autre question, est-ce qu'il y a des activités que les personnes ne s'autorisent pas, alors là c'était posé à tout le monde, du fait de son âge. Donc ça, c'est finalement une autocensure de ses propres activités. On a quand même 28% de gens qui ne s'autorisent pas certaines activités à cause de leur âge. Et effectivement, on voit que ce sont surtout les activités sportives. Et effectivement, ces choses-là concernent quand même beaucoup plus. Vous voyez, vous avez 78% des Français sur les activités sportives, mais les personnes de 60-69, on a 86%, 70%, 80% chez 70 ans et plus. Donc on a quand même un auto-frein qu'il faut aussi peut-être, sur lequel il faut que la société évolue. Quels sont les besoins maintenant pour vivre de manière épanouie et bien vieillir? Le bien vieillir, on l'a vu tout à l'heure, est très important. Donc là, c'était une question ouverte. On n'a rien suggéré aux gens. On leur demandait finalement de quoi pensez-vous avoir besoin pour bien vieillir ou mieux vieillir. Et on a été très étonnés de voir arriver quand même dans les réponses spontanées en tout premier lieu le lien social. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le concept de One Health, la santé physique, santé mentale, et on sait que la santé mentale est aussi très très corrélée au lien social. La meilleure protection pour la santé mentale, c'est le fait d'avoir des liens sociaux, de cultiver des relations sociales. Donc là, ça ressort, vous voyez, très spontanément. Le lien social arrive même avant la santé, qui est citée au deuxième niveau. Être en bonne santé, c'est effectivement très important. L'autonomie est plus citée, vous voyez, en spontané, l'autonomie n'arrive pas quelque part aussi haut, elle arrive à 8% en spontané, chez les 70 ans et plus, 14%, donc c'est peu. L'autonomie, quelque part, c'est presque un pis-aller de la bonne santé. Ils veulent plus que ça, plus que de l'autonomie, une vraie vie, une vraie bonne santé. Et effectivement, les moyens financiers aussi, qui sont, il faut quand même le préciser, le passage à la retraite, souvent, c'est un basculement dans un niveau de vie bien inférieur. Il faut pouvoir le préparer. Et est-ce bien normal? Donc ça pose aussi d'autres soucis. Quand on leur demandait ensuite, donc en assister, de quoi finalement bien vieillir finalement en tout premier lieu, qu'est-ce qui est le plus important? Là encore, vous voyez, ça corrobore les résultats qu'on a vus précédemment. La vie sociale arrive est citée. Alors il y a plusieurs choses qui sont dans ce sous-total vie sociale. Vous avez d'abord être entouré, être aimé, aimer et être aimé, 46%, c'est majeur. Donc ces liens sociaux et ces liens affectifs, passer du temps avec ses proches, avec ses amis, 25%, être intégré, participer à la vie en société, 9%. Deuxième point, rester autonome, indépendant le plus longtemps possible, ça c'était suggéré, donc 56% disent oui, et effectivement on a 71% des 60 ans et plus qui parlent de ce point d'autonomie. Et puis la prévention santé qui arrive aussi en troisième volet, donc la prévention santé avec toutes ces différentes composantes de manière assez équilibrée, l'alimentation équilibrée, les activités physiques et sportives, ne pas fumer, modérer sa consommation d'alcool. Et puis après, donc se reposer, prendre son temps, c'est un peu plus marginal. Mais voilà, vie sociale,
l'autonomie, qui sous-entend la bonne santé, et la prévention santé, qui sont aussi des sujets très importants. Et enfin, pour terminer, le lieu de vie idéal d'une personne âgée, donc le domicile pour 62% des Français, c'est majeur. La maison partagée, 18%. Le domicile des enfants ou des proches, 10%. Un foyer logement pour les personnes âgées. On voit, voyez, que là, il y a des écarts selon les générations. Ce n'est pas le cas de la plupart des questions. C'est pour ça que, finalement, on voit que les générations plus jeunes sont plus ouvertes à d'autres modes que le domicile, même si le domicile reste le premier lieu, et on voit par contre le domicile est complètement plébiscité par les personnes les plus âgées, 80% et plus pour les 60 ans et encore un petit peu plus pour les 70 ans. Voilà en quelques mots ces résultats et je vais laisser la parole à Marie-Cécile pour lancer la table ronde. Merci Odile Peixoto, donc directrice de BVA Santé, pour ce baromètre très, très instructif. Alors pour continuer à débattre de ce sujet et approfondir ces enseignements, j'ai le plaisir de rappeler Nicole Bigas, donc, présidente de la Fondation Mutac. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Françoise Fromageau. Alors, Françoise, vous êtes présidente de Mona Lisa, une association de lutte contre l'isolement social des personnes âgées. Vous êtes également médecin gériatre dans un hôpital de proximité dans le Finistère Sud. Et vous êtes par ailleurs vice-présidente de la Fondation Croix-Rouge. Et nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Bérénice Simzac. Alors, Anne-Bérénice, vous êtes chercheure en sciences politiques, vous êtes consultante, formatrice, vous travaillez au sein du réseau Reactis qui publie des études sur l'âge, l'inclusion sociale, la citoyenneté. Et dans vos précédentes fonctions, vous avez travaillé au Gérontopole d'Île-de-France sur l'agisme. Alors, on l'a vu dans le baromètre, les idées reçues sont nombreuses et au premier rang, les Français perçoivent les personnes âgées comme des personnes dépendantes, à 41% si je me souviens bien, alors qu'en réalité, ce chiffre est bien moindre, autour de 15% selon l'INSEE. Alors Nicole, rassurez-nous, la dépendance, ça n'est pas automatique. Ce n'est pas ni automatique ni inéluctable. Mais néanmoins, l'âge aidant, ça peut arriver. Et pour éviter que cela arrive, il faut travailler. Il faut travailler de façon à ce que les personnes âgées, on l'a vu dans le baromètre, aient des activités physiques, puissent s'insérer dans le lien social, rester à domicile, etc. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que 62% des Français, c'est-à-dire 2/3 des Français, considèrent que vieillir est connoté négativement. Donc on reste quand même avec la même idée que être vieux, c'est moche. C'est laid, c'est pas agréable et c'est surtout une projection personnelle de chacun de se dire je ne veux pas devenir comme ça. Et donc ça c'est un vrai problème parce que quand on analyse plus loin le baromètre, on se rend compte que 30% des sondés considèrent le regard sur les personnes âgées avec respect, mais que 30%. 34% le considèrent déjà avec du mépris, ils sont supérieurs. Et 36%, encore plus, le considèrent, on l'a vu, avec dureté. Donc c'est ça qu'il faut changer. Et c'est ça que ce baromètre va essayer de faire avec la Fondation. Et c'est ça que nous allons essayer de surveiller chaque année. D'accord. Mais pourtant, les progrès de la médecine sont colossaux, l'espérance de vie s'allonge. Et malgré ça, il reste une peur de vieillir. Le vieillissement reste perçu négativement. C'est vrai que la médecine a fait des progrès, elle en fait de plus en plus. C'est vrai que l'allongement de la vie est là. Aujourd'hui, 2/3 des Français en 2050 auront plus de 60 ans. Donc c'est quand même un phénomène qu'on ne peut pas occulter. C'est vrai que les moyens sont là pour que la vieillesse se voie de moins en moins. On ne veut pas faire appel à des artifices médicaux ou chirurgicaux ou esthétiques. Mais néanmoins, la vieillesse fait peur parce qu'on a peur. On a peur tout simplement de perdre ses activités. On a peur d'être moins brillant, moins jeune, moins vif, moins intelligent, moins couru socialement, moins apprécié. Et je pense que c'est le regard des autres qui impacte ton propre regard. Donc si on change le regard des autres sur les personnes âgées, je pense que vieillir ne fera plus aussi peur qu'aujourd'hui. D'accord. Et c'est ce sur quoi nous devons travailler. Très bien.
Anne-Bérénice Simzac, vous me parliez des idées reçues qui sont nombreuses. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples? Tout à fait. Donc déjà, effectivement, on se réfère là à ce qu'on appelle le l'agisme, qui a été évoqué dans la présentation du baromètre précédemment. Et c'est un gérontologue américain dans les années 60, fin des années 60, donc en 1969, qui est donc du coup Robert Butler, qui a défini en premier l'agisme. Et ce terme a été repris par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, et qui le définit comme le fait d'avoir des préjugés ou un comportement discriminatoire envers des personnes ou des groupes en raison de leur âge. Donc c'est vraiment ça, c'est comme on a pu le voir pour la couleur de la peau ou le sexe, pour le racisme ou le sexisme. Là, c'est ce qui nous concerne, ce sera plutôt l'agisme. Et donc cet agisme, il est visible dans toute la société au quotidien. On a de l'agisme ordinaire dans plein de petites phrases qu'on peut dire, par exemple. Oui. Alors par exemple, les vieux sont lents, les vieux radotent, les vieux ça n'entend rien. Ou alors quand on vous dit tiens, tu travailles encore toi à ton âge, ou t'as pas pris un petit coup de vieux. Donc voilà, ça c'est des exemples assez classiques que tout le monde, je pense, a entendu. Vous me disiez, les vieux vont toujours au supermarché à midi. Oui, ça, par exemple, le type de réflexion. on avait tous remarqué que c'était quand même bien agaçant ça, alors qu'ils pourraient y aller quand même tout autre moment de la journée. Nous, on travaille, on n'a pas le temps. Donc voilà, ça c'est des exemples d'agisme, et puis ça a des conséquences aussi un petit peu au niveau plus sociétal, puisque ça peut être des signes qui peuvent aller jusqu'à de l'abus de faiblesse ou de maltraitance. Ça peut être des difficultés aussi pour des personnes âgées à trouver un logement, à avoir un crédit. Donc c'est des conséquences aussi assez concrètes dans leur vie de tous les jours, aussi à l'accès aux soins qui peut être aussi plus compliqué, ou aussi la non-valorisation des métiers du grand âge par exemple. Et en termes individuels, en impact que ça peut avoir sur les personnes elles-mêmes, ça a aussi des impacts importants, puisque pareil, on a un rapport donc, de l'OMS en 2021 qui remettait des études notamment américaines sur l'impact de l'agisme pour les personnes, qui augmente en fait différentes conséquences, qu'elles soient à la fois physiologiques, donc que ça soit de la majoration du stress ou des risques cardiovasculaires, mais aussi psychologiques, donc évidemment baisse de l'estime de soi, sentiment d'humiliation, dépression, et puis aussi comportemental avec un isolement, un repli sur soi. C'est vrai qu'on a des études qui nous montrent qu'il y a par exemple plus de dépressions qui peuvent être liées à l'agisme. On a une étude qui nous dit que 6,3 millions de cas de dépression dans le monde seraient dus à l'agisme, et que l'espérance de vie des personnes âgées touchées par l'agisme serait diminuée de 7,5 ans, donc ce qui est quand même conséquent. Alors encore, ces études sont aussi peut-être à regarder avec des yeux nouveaux et puis à revoir dans les années à venir, mais c'est quand même des résultats qui sont intéressants de voir ces impacts au niveau individuel. Vous allez peut-être me dire, mais que fait-on ? Alors, allez-y. Ouais, alors, vous nous avez apporté une petite vidéo pour qu'on comprenne bien ce qu'est l'agisme. Oui, peut-être même comment lutter contre l'agisme. Parce que l'idée, c'est que faut pas être défaitiste aussi, que même si le tableau que je vous dresse est quand même un petit peu sombre, il y a aussi des choses à faire, et notamment aller vers des activités intergénérationnelles, montrer ce que c'est l'âge, parler de l'agisme comme on le fait aujourd'hui. Et donc, c'était l'objet, par exemple, d'une campagne de sensibilisation à l'agisme qui a été menée par un collectif d'acteurs institutionnels au niveau international, dont la SFGG, donc la Société française de gériatrie et de gérontologie, qui a fait cette campagne de lutte contre l'agisme qui s'appelle All Lives Matter, et dont on peut voir... Alors, nous allons regarder un des spots de cette campagne. J'ai fait passer les entretiens. Je suis emmerdé, j'ai besoin de ton avis. Avec plaisir. Bon, d'un côté, elle a beaucoup d'expérience, alors que lui, beaucoup moins. Mais j'ai peur qu'elle ait passé la niaque, tu vois. Lui, tu sens que c'est un guerrier, quoi. Alors que elle, elle est très bien, hein, mais elle est plus diplomate, tu vois. Donc, dans l'intérêt de la boîte, je me demande si on ne devrait pas plutôt engager un mec qui a des couilles, qui veut bouffer la terre entière, tu vois, plutôt qu'une femme. Puis, les femmes, c'est toujours un nid à problème, hein. Attends, c'est à moi que tu dis ça, là. Ça va, fais pas ta choquer. Et quand hier tu me dis que ta belle-mère est tellement vieille que son numéro de sécu est écrit en chiffre romain, t'es pas mieux. Oui, parce qu'elle est vieille, pas parce que c'est une femme. Ah mais j'ai dit plutôt qu'une femme. Ouais. Ah mais non, ce que je voulais dire c'est plutôt qu'une vieille. Ah ok, Elle a vieille. 53 ans la meuf, t'imagines? Vieille. Non, parce qu'à un instant j'ai cru que t'étais sexiste. Tu m'as fait peur. Non, vieille, là d'accord. Oh, this you crazy mother.
Alors, Françoise Fromageau, je vous ai entendu sourire en regardant je suis très très vieille, moi. ce spot. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement comment recruter dans ces métiers du care et de l'accompagnement, qui étaient jusqu'à très peu de temps finalement des métiers qui étaient installés dans la sphère familiale et privée et qui aujourd'hui passent dans la sphère publique. Donc ça, c'est plutôt intéressant à regarder comme évolution. Puis la deuxième évolution, quand même, c'est aussi la question de l'intimité. C'est des métiers qui touchent à l'intimité et c'est vrai que ce sont des métiers invisibles, aussi liés aussi à ça et aussi liés au fait que ça s'adresse à des publics qui sont aujourd'hui invisibles dans notre société. On parle très très peu des vieux et on pose un regard qui est quand même, je dirais, de compassion sur les vieux en se disant voilà. Mais je trouve que c'est pas très stimulant en tout cas pour les personnes qui voudraient s'engager dans ces métiers du care. Alors que finalement on a parlé d'autonomie et moi ce qui me gêne un peu sur les questions de dépendance, c'est qu'on peut avoir une perte d'autonomie physique, mais on peut très bien garder des facultés intellectuelles extrêmement fortes jusqu'au bout de la vie et vivre une citoyenneté extrêmement, je dirais, active jusqu'au bout de la vie. Et puis aujourd'hui, on incite aussi, en tout cas, les personnes qu'on accompagne dans nos établissements à participer à la parcours de soins. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger, qui me semble pourrait aussi de fait faire bouger le regard qu'on porte sur cette population. Et puis peut-être aussi qu'il faut qu'on installe des chaînes de valeur un peu plus intéressantes sur ces métiers essentiels. Les métiers essentiels qui ont du sens, parce que moi c'est un métier que j'exerce depuis 45 ans, et je peux vous dire que c'est un métier qui me fait grandir tous les jours, parce qu'on a cette épaisseur d'humanité, cette rencontre, cette réciprocité, cette altérité, et peut-être marquer la chaîne de valeur autour de la question de la formation, autour de la question des parcours professionnels, peut-être dans une transversalité entre sanitaire, médico-social, social. Je pense qu'il y a vraiment un petit sujet aussi sur les questions évidemment de conditions d'exercice et puis aussi sur les questions de rémunération. Je pense que c'est aussi extrêmement important qu'on puisse revaloriser à juste titre en tout cas ces métiers du soin et puis leur redonner une belle visibilité. Je dirais, accompagner des personnes vulnérables, je dirais, c'est aussi un métier à part entière. Donc effectivement, on parle beaucoup de ces difficultés, de cette pénurie de personnel dans le médico-social et dans l'aide à domicile. Ce sont des métiers difficiles, souvent mal rémunérés, on le sait, mais est-ce qu'il y a aussi une peur finalement du grand âge? Est-ce qu'il y a une appréhension à aller dans ce secteur? Je pense que c'est ça, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire c'est ces a priori, c'est ces idées reçues qui confondent. Alors évidemment, on trouve que notre grand-mère est charmante et que notre grand-père est fantastique, mais sauf qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir la grand-mère ou le grand-père d'à côté. Mais je pense que ça, alors ce qui est paradoxal quand même dans notre expérience à nous, et dans la question du bénévolat, puisque je vais parler peut-être un peu aussi de bénévolat, c'est qu'il y a une vraie appétence des jeunes vis-à-vis des personnes âgées. On voit par exemple que les services civiques, on voit que les personnes beaucoup plus jeunes matchent, comme on dit maintenant, matchent très bien avec les vieux et qu'il y a un vrai échange et vraiment de l'amitié et de la durabilité dans les liens. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'assez extraordinaire de se dire que sur cette question de l'isolement, finalement, il y a un engagement bénévole citoyen qui est motivé et que les jeunes ont répondu, mais quasiment 2 fois plus que les plus âgés d'ailleurs, d'entre nous, à cette sollicitation en tout cas de lutter contre l'isolement et à peut-être aussi, j'espère, pouvoir s'engager dans les métiers du care. Donc, qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous mettez en évidence pour ces jeunes qui hésitent à s'engager dans ce secteur, alors qu'il y a des capacités de recrutement énormes, tous les établissements cherchent, et donc au-delà de la maladie, au-delà de la mort, il y a cette richesse du lien social. Cette richesse de la rencontre, cette richesse de l'accompagnement au quotidien. Bon, je ne vais pas non plus dire que c'est pas facile, mais je crois aussi, ce qu'il faut qu'on mette en perspective, c'est la diversité des métiers qui s'ouvrent. En tout cas dans ce domaine-là. Je pense qu'il faut arriver à donner de la porosité entre le sanitaire, les métiers du sanitaire, l'hôpital, les métiers du domicile, les métiers d'autres institutions médico-sociales et qu'on donne des perspectives, en tout cas, de parcours professionnel et de formation à ces jeunes. Très bien. On sort d'une crise terrible, la crise Covid, qui a été épouvantable pour tout le monde, mais en particulier pour les personnes âgées, qui, je le rappelle, ont été enfermées dans leurs EHPAD, coupées de leur famille ou isolées à domicile. Donc,
Nicole, dites-nous comment la Fondation Mutac a traversé cette crise unique, singulière, et comment vous avez pu agir durant toute cette période. Bien, comme je l'avais un peu annoncé tout à l'heure, c'est vrai que le confinement et la crise Covid a vraiment accentué l'isolement, voire la solitude, ce qui sont deux éléments différents, mais qui ont été tous deux aggravés par cette crise. Nous avons lancé depuis maintenant 10 ans presque des actions et des prix à remettre à des associations qui œuvrent justement dans le cadre de protection, d'aménagement, d'aide et de prévention aux personnes âgées. Et nous avons créé, à l'envie, à l'insu, si je puis dire, de cette crise Covid, un 4e prix qui est justement comment lutter contre l'isolement des personnes âgées. Nous avions un prix sur l'aide au partage, nous avions un prix sur l'aide à la communication, nous avions un prix sur l'aide au changement de vie, et nous avons rajouté un prix sur la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Et notamment en 2020, nous avons décerné un prix à une association d'ailleurs des Pyrénées-Orientales, à Arles-sur-Tech, qui s'appelle Bande d'arrêt d'urgence, qui permettait justement, et on rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, de permettre à des personnes extérieures aux EHPAD, mais y compris aux résidents, y compris au personnel soignant, mais aussi à des jeunes extérieurs, à service civique, mais aussi à des familles, de venir faire des animations au sein des EHPAD, parce que justement, on s'est bien rendu compte que c'était ce dont ils souffraient le plus en cette période-là. Alors, je voudrais aussi profiter de ce petit moment, de cette petite question, pour dire que je prends la casquette de vice-présidente de Mutac pour dire que dans le cadre du confinement et du Covid, Mutac a décidé de proposer à tous nos adhérents qui avaient subi un deuil suite au Covid de bénéficier d'un soutien psychologique gracieux, autant qu'ils en avaient besoin et qu'il suffisait de le solliciter auprès de leur mutuelle, ce qui a été prisé. D'accord. Ce que je peux dire sur la situation aujourd'hui, en espérant qu'elle ne se reproduira pas, parce que cela fait énormément de dégâts, et je crois que ça a encouragé aussi l'idée de dire que les vieux coûtent cher, que les vieux c'est une charge, et que les vieux, ils en ont encore moins, quelque part. C'est très dur. Oui, puis avec l'escamotage de la mort et des rites funéraires pendant cette période-là, qui a été extrêmement préjudiciable au deuil. Je pense que c'est extrêmement important ce que vous faites. Les plus impactés de tout le public, ce sont les personnes âgées. Alors Anne-Bérénice, je crois que vous avez d'ailleurs mené, vous, une étude auprès des retraités d'Île-de-France pour voir comment ils avaient traversé cette période de confinement. Vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'il ressort de cette étude ? Oui, donc avec Gérontif, le Gérontopole d'Île-de-France, on a eu la chance de mener une étude avec une de mes collègues qui s'appelle Caroline Baclet-Roussel, qui est psychologue. On a pu faire une étude pluridisciplinaire, donc auprès là des retraités effectivement à domicile. Donc c'est encore une autre population que les personnes en EHPAD, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'en parlait pas beaucoup en fait des personnes qui habitaient à domicile à la sortie du premier confinement, puisque cette étude a été réalisée juste à la sortie du premier confinement. Et effectivement, on a vu qu'en fait, donc nous, on a fait une enquête qui était à la fois par questionnaire et donc on avait un profil assez marqué de gens qui étaient plutôt quand même connectés, qui habitaient dans des maisons avec jardin, etc. Et on avait complété ça par des entretiens individuels, donc par téléphone, voilà, à cause de la période, auprès de personnes qui étaient plus isolées, peut-être en situation un petit peu moins favorisée, dans des appartements avec des revenus plus modestes, pour avoir un petit peu ce panel un peu différencié. Et globalement, ce qu'on a pu observer, c'est que finalement, les retraités disaient quand même avoir un bon moral, mais parce qu'en fait, ils ont fait preuve d'une grande adaptabilité. Et ça a été très, très intéressant de voir ça. Et face à cette situation exceptionnelle et angoissante, ils ont réussi à trouver des rénovatifs, et notamment, par exemple, avec l'utilisation du numérique. Donc, pas mal sont utilisés ça. Et un autre résultat qui, je pense, vous fera écho à ce que vous disiez tout à l'heure, mais c'est que ça a été finalement la privation du lien social qui a été vraiment pour eux le principal élément négatif, à l'instar de ce qu'on a vu dans la présentation du baromètre. En fait, ça arrivait aussi avant les questions des problématiques de santé, alors même qu'on était vraiment dans une période épidémique. C'est vraiment ça qui a été le plus dur pour eux à vivre. Et par rapport à l'image, puisqu'on était sur un petit peu l'agisme, l'image des personnes âgées, par rapport à l'image que va laisser la pandémie sur les personnes âgées, ils ont trouvé plutôt
que c'était une image négative qui allait ressortir de tout ça, donc ce que vous disiez également. Et pour les quelques personnes qui trouvaient qu'il y avait quand même du positif, ils pensaient que le positif n'allait pas durer. Alors que ceux qui pensaient qu'il y avait du négatif, en plus, ils pensaient que le négatif allait durer sur les traces. Donc c'était vraiment pas... voilà. Et on a aussi vu des retraités qui nous ont dit qu'ils pensaient qu'il y avait un rôle délétère des médias, en fait, sur l'image des personnes âgées, puisqu'il y avait beaucoup d'images véhiculées sur l'angoisse, notamment de la mort dans les EHPAD, etc. Et ils ont trouvé ça assez délétère. Très bien. Alors Françoise Fromageau, vous qui êtes sur le terrain, qui êtes, je le répète, être gériatre dans un hôpital de proximité, comment est-ce que vous avez vécu en première ligne cette crise et est-ce qu'il y a des conséquences, des séquelles à long terme ? Alors moi, ce que je peux déjà dire sur cette crise Covid, par rapport au sujet qu'on évoque, c'est l'isolement social, c'est d'abord que tout le monde s'est senti vulnérable, c'est-à-dire qu'on a eu une vulnérabilité complètement partagée sur cette question. On dit c'est pas que les vieux qui sont vulnérables pour le coup, tout le monde a été vulnérable, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que tout le monde a ressenti, peut-être pour la première fois de sa vie, la question de l'isolement social. Donc forcément, moi je pense qu'un petit peu, ça a dû d'ailleurs, ce qui à mon avis provoqué un petit peu les réponses du baromètre autour de l'isolement social, c'est que même dans les plus jeunes aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup souffert d'isolement social pendant la crise Covid. Alors qu'est-ce que ça a changé ? Ça a changé d'abord une vulnérabilité augmentée de nos vieux, parce qu'on n'avait qu'une seule trouille, c'est qu'on revive une période caniculaire avec des morts derrière les portes. Ça, c'est la première chose et je pense que c'était extrêmement important. La deuxième chose, c'est aussi pour les vieux à domicile, c'était l'angoisse que la personne qui vient apporter le repas, qui vient soigner, soit porteur du virus. Enfin, je peux dire que pour des personnes confinées au domicile sans Covid, la trouille était surajoutée de se dire « j'espère que je ne vais pas l'attraper par les personnes venant de l'extérieur ». Vraiment, ça a été extrêmement, extrêmement fort. Moi, je pense qu'on a eu aussi un moment un petit peu de dérive autour de l'opposition des générations. Enfin, moi, je l'ai vécu extrêmement fortement, déjà sur le plan médical, sur les questions d'admission. Ouais, non, de vaccination, d'admission en réa ou pas. Franchement, ça a été un moment, on l'a oublié, mais ça a été un moment un petit peu chaud quand même sur toutes ces questions-là. Après, les questions d'éthique, évidemment, extrêmement, qui ont un peu bousculé aussi nos pratiques professionnelles. Mais à la fois, je dirais d'une manière positive. Il y a eu un tri des patients, bien sûr, on en a parlé. Bien sûr, à un moment, on a manqué de place. Il y a eu quand même, en tout cas, des discussions éthiques autour de ces questions-là. Et puis après, soleil embelli, souvenez-vous, pour la vaccination, on s'est dit, mais il faut qu'on leur demande leur avis, s'ils veulent bien se faire vacciner. Vous savez, on a eu 5 minutes de prise de conscience générale éthique où on a demandé à tous les résidents des EHPAD de savoir s'ils étaient d'accord pour être vaccinés. Donc c'était quand même assez formidable. Et puis, non, la vraie question qu'on voit aujourd'hui, c'est la question d'accès aux soins. Parce que moi, dans ma pratique, ce que je vois aujourd'hui, je vois des personnes arriver dans mon service avec des pathologies graves, beaucoup cancéreuses quand même, qui n'ont pas été diagnostiquées à temps. Je pense que là, sur la question de l'accès aux soins, il y a vraiment une vraie question autour du retour de diagnostic. Alors, chez les personnes âgées, bien sûr, mais pas que. Voilà, donc là, il y a un petit sujet quand même sur lequel je pense qu'il y a des études qui sont en train de se mettre en route, puisqu'on sait qu'il y a eu des priorisations, on sait qu'il y a eu des actes chirurgicaux qui ont été annulés. On voit bien que ça a quand même bousculé la question de l'accès aux soins. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que dans les déprogrammations, il y a eu aussi un tri. Un petit peu, peut-être pas. En tout cas, il y a eu des retards de diagnostic, très certainement. D'accord. Alors après, peut-être une petite note positive. La petite note positive, c'est qu'on s'est dit que dans cette période Covid, on a eu une mobilisation citoyenne forte. C'est-à-dire que je me suis occupée de la grand-mère qui habite en haut de ma rue. Il y a eu un bénévolat de proximité, une veille solidaire de proximité extrêmement importante. Je pense que ça, il faut qu'on se le dise. La deuxième chose, je pense, importante aussi, c'est la question de la transversalité. Moi, j'étais médecin dans un hôpital. On a beaucoup travaillé avec les EHPAD, on les a aidés, on les a accompagnés. C'est-à-dire que là, les portes se sont un peu ouvertes. On a quand même essayé d'aider nos petits camarades qui étaient quand même un petit peu dans la mouise. Mais voilà, il y a eu une transversalité qui s'est instaurée sur les territoires. Et puis peut-être que le troisième point, c'est la mobilisation des collectivités locales. J'ai envie de le dire, parce que là, il y a eu beaucoup de collectivités locales, de maires qui venaient juste d'être élus quand même. Je veux dire, il y en a un certain où la question de l'isolement social est arrivée en pleine figure.
Et je pense que ça modifie aujourd'hui la manière dont ils regardent leur territoire et dont ils organisent en tout cas leur action sociale au quotidien. Moi, je sais que ça change puisque je me balade beaucoup sur les territoires et je trouve que les élus ont pris conscience aujourd'hui en tout cas de la place en tout cas des personnes isolées sur leur territoire. Et cette coopération qui s'est mise en place à cette occasion, elle dure aujourd'hui Oui, parce que nous, Mona Lisa par exemple, on prône des coopérations départementales et on sait que dans les territoires où les gens avant le Covid se parlaient un peu, ça a quand même été beaucoup plus facile que si les gens ne se parlaient pas. Bon, alors là, je m'adresse à toutes les trois. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette crise pour l'avenir? Anne-Béatrice, je peux rebondir sur effectivement l'accès aux droits notamment, parce qu'en fait je pense que le Covid a agi vraiment comme un révélateur aussi de problématiques qui existaient déjà avant, mais que là nous sont apparues, comme vous le disiez, en pleine figure. Et donc effectivement, et c'est notamment l'objet d'une des recherches en cours qu'on mène au sein du REIACTIS sur l'accès aux droits, qui est une recherche internationale donc, sur 17 pays, qui s'appelle RIDPA, donc c'est Recherche internationale sur les droits des personnes âgées en situation de Covid-19. Et effectivement, on s'intéresse à ces 4 axes d'accès au droit qu'on a définis, qui seraient celui de l'accès aux soins et à la santé, de la liberté de circulation, du droit à la vie sociale et du droit à la participation citoyenne et au consentement. Et en fait, tout l'objet, c'est de voir comment, dans ces différents pays, ils ont réagi face à la pandémie et comment ça a impacté plus ou moins sur ces différents droits. Donc là, on est en train de mener la fin des analyses de cette étude, donc je ne peux pas dévoiler tous les résultats, mais on le fera lors de journées qui auront lieu à Strasbourg en mars 2023. Donc je vous invite tous à y participer pour avoir les résultats. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant de voir ce révélateur qu'a été la crise du Covid. Sur la citoyenneté, effectivement, on a beaucoup entendu que les personnes âgées avaient l'impression d'être des citoyens de seconde zone. Tout à fait. Ça a été beaucoup dit et beaucoup ressenti, notamment en France, et tout l'objet aussi de cette comparaison, de voir comment ça s'est passé ailleurs. Est-ce que d'autres ont été peut-être des pistes aussi pour, on n'espère pas, d'autres pandémies ou d'autres rechutes qui pourraient y avoir. Donc pour clore ce chapitre Covid, est-ce que vous avez une leçon pour l'avenir à retenir La question des crises, enfin je veux dire des transitions, on y est, on l'a vécu en direct. On a vécu une crise sanitaire extrêmement forte, donc on y est. Et se dire aujourd'hui, il ne faut pas que l'âge soit un facteur d'exclusion surajouté. C'est ça le sujet, et des vulnérables. Les gens qui ont été le plus touchés, c'est les personnes âgées, c'est les familles monoparentales, et ce sont les personnes en exclusion et en précarité. Bon, voilà, tout est dit sur la vulnérabilité, en tout cas, de concitoyens. Et ce qu'on peut dire, effectivement, c'est que la Fondation Mutac cherche justement à mettre en avant des actions, à financer, à soutenir, soit à travers des études, mais surtout à travers des actions ou à travers des projets, des opérations qui justement vont permettre de corriger, d'anticiper, de prévenir ce genre de situation et de faire en sorte justement, ce dont je parlais tout à l'heure, que ce lien intergénérationnel qui est indispensable pour vraiment changer le regard de nos aînés soit priorisé, soit valorisé, soit reproductible dans toutes les associations de France, en collaborant le plus possible avec tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est un exemple, c'est une leçon. Il faut qu'on en tire les enseignements et qu'on prenne des mesures correctives ou des mesures incitatives pour que ça ne se reproduise pas. Très bien. Donc bon, on a vu dans le baromètre que le lien social était essentiel, mis en avant par la majorité des Français, bien avant la santé ou avant les moyens financiers. Donc à nouveau, je vous repose la question à toutes les trois, c'est effectivement primordial le lien social pour bien vieillir? C'est essentiel, on l'a vu, hein, de Français sur 3, 68% considèrent que le lien social est la première... C'est bien corrélé avec le bien vieillir en plus. Et la première des satisfactions à atteindre pour pouvoir bien vieillir. Donc le lien social, pourquoi? Parce qu'on a envie d'être aimé. Parce qu'on a envie d'aimer, parce qu'on a envie d'être entouré, parce qu'on a envie tout simplement d'être considéré. Voilà. On est un être vivant en soi, on a besoin de considération, on a besoin d'amour, on a besoin d'affection, on a besoin d'accompagnement et d'assistance. Et à partir de là, qui c'est qui peut nous donner? Nos proches, nos amis, nos voisins, et puis tout le secteur associatif. On a vu que les personnes âgées, d'ailleurs, avaient plus que les autres, étaient membres de secteur associatif, d'où notre intérêt, nous, à la Fondation, de travailler avec le monde associatif. Parce que c'est avec eux que nous allons justement dresser des projets, suivre des actions qui vont nous permettre. Et on a, nous, à la Fondation, depuis maintenant presque 10 ans, pratiquement financé plus de 21 projets, plus de 21 actions sur le terrain pour plus de 100 000 € par des prix.
de façon à ce que, soit parce qu'on met en place, par exemple, des jardins partagés, un propriétaire trop âgé qui veut céder son terrain pour qu'une personne en mal de verdure puisse venir faire du jardinage gracieusement, un autre qui veut créer un camping-car aménagé, c'est-à-dire donc qui peut circuler dans les contrées de campagne où il n'y a pas trop de numérique et pas trop le Wi-Fi, et surtout des personnes qui sont en situation délicate pour pouvoir se brancher numériquement, de venir leur porter la formation à cet outil et de pouvoir leur permettre de générer des relations virtuelles, certes, mais des relations tout de même sociales avec les tiers. On a aussi des concerts, les concerts de Paulette, qui ont permis de permettre à des personnes, à partir d'extraits de musique, à partir de poésie, de textes, de s'emparer du sujet et de créer eux-mêmes un concert, eux-mêmes une œuvre artistique, des personnes donc âgées, aidées de plus jeunes, aidées d'artistes, aidées de tiers. Nous avons mis en place aussi des opérations sur un jeu des récits et des vies, qui est d'ailleurs en vente dans certaines... C'est un jeu de société. C'est un jeu de société qui a été créé pour que justement, à partir d'expressions de récits de ses propres vies, on puisse créer des jeux et générer un engouement et un échange très vif entre justement cette personne et tout ce que autour d'elle peut générer. Redites-nous le nom du jeu. Le jeu des récits et des vies. Récits et des vies. Alors, je vous donnerai tout à l'heure les coordonnées si vous voulez, parce que je ne les ai pas sur moi, mais c'est très symboliquement la marque de l'intérêt que nous portons à la relation de l'échange entre des personnes d'un certain âge, des personnes moins jeunes. Parce que ce à quoi nous nous attachons, c'est à changer le regard, bien sûr sur les aînés, mais à changer le regard des uns par rapport aux autres. Les jeunes générations, on l'a vu, sont plus intéressées à être dans le bénévolat, à vouloir soutenir des personnes plus âgées, mais il faut pour cela leur donner les moyens de bien le faire et aux anciens de ne pas avoir honte de bénéficier de ces jeunes-là, mais au contraire d'en être valorisés, parce qu'ils leur apportent bien sûr de la sagesse, il leur apporte de la connaissance, il leur apporte aussi quelque part de la reconnaissance. On a vu qu'ils étaient discriminés, les jeunes aussi, ils ne sont pas toujours appréciés à leur juste valeur. Donc il y a, je crois, des relations gagnant-gagnant très importantes à jouer entre ces deux types de populations et les populations intermédiaires aussi, qui sont, on va dire. Donc 21 actions financées par la Fondation. Et des études. Et des dont je ne études. parle pas, sauf si vous me le demandez. Dites-nous un mot des Alors, études. Je voudrais citer 2 études que nous menons avec la Fondation de l'Avenir, qui sont l'une, c'est CECADOC, avec Madame Fromentin, qui travaille à l'Institut Curie de Paris, qui a mis en place une étude sur les personnes âgées à domicile de plus de 74 ans qui ont un chien à leur domicile. Et donc, ça permet de démontrer la relation d'un animal de compagnie par rapport à l'isolement, bien sûr, physique de la personne, mais aussi aux altérations peut-être physiques qu'elles peuvent avoir. Comment cet isolement entraîne la rupture du lien social et comment cela entraîne aussi l'absence d'exercice physique qui maintiennent le bien-être. Ouais. Donc, avec un chien, l'étude est en train de mener pour montrer comment la façon de le sortir, la façon de rencontrer des autres qui ont des chiens ou des chats ou des écureuils, ce que vous voulez, mais qui permettent de rentrer en conversation avec les autres, génère un plus à ces personnes-là. Ça peut aussi avoir des effets contraires, ça peut les faire tomber, ça peut être aussi un facteur. Oui. Mais cette étude est très intéressante parce que justement, elle permet de montrer que par des biais souvent indirects, un animal de compagnie, et quand on voit tout ce que peuvent faire les animaux de compagnie dans le bien-être des personnes, soit en hôpital, soit en situation difficile, on a bien vu aussi que des chiens avaient été tout à fait formés pour détecter les cancers, pour détecter de la drogue, pour détecter ça. Donc l'animal de compagnie, on a même fait rentrer des chevaux dans des hôpitaux. Il y a vraiment, je crois, là, des recherches à faire dans ce domaine. Donc, cette étude CECADOC nous intéresse fortement et on est en train de travailler les résultats qui ne vont pas tarder à venir. Et puis, j'en ai une autre rapide, c'est Coaidance avec la mutuelle Matmut, avec laquelle nous sommes évidemment en collaboration, sous égide aussi de la Fondation Avenir, qui, elle, travaille sur justement les difficultés des aidants. Et ça, c'est très important parce qu'on parle des personnes âgées depuis tout à l'heure, mais on ne parle pas beaucoup des aidants. Et ils sont aussi impactés que les personnes âgées. Et donc, ce projet Coaidance permet de savoir comment gérer au mieux les personnes en discommunication par l'intermédiaire d'un outil digital qui donne l'expression sous forme de graphiques, de formes, de sigles, de mots, d'images,
et de leur permettre comme ça de pouvoir comprendre et de pouvoir correspondre sur des sujets qui les préoccupent, c'est-à-dire des sujets de santé, des sujets de besoins, des sujets alimentaires, et de créer ainsi une relation qu'ils avaient perdue et dont ils ne pouvaient pas absolument se sortir. Et ce projet est en cours d'être fait avec la Matmut, et je pense que cet outil digital va certainement faire beaucoup parler de lui parce qu'il est tout aussi important pour les aidants que pour le personnel soignant lui-même, que pour les personnes, bien sûr, dyscommunicantes elles-mêmes. Françoise Fromageau, je vous ai vu acquiescer sur les animaux de compagnie. Vous confirmez que... Oui, bien sûr, la question d'avoir quelqu'un qui compte sur vous et qui compte pour moi. Ouais. Je veux dire, c'est aussi cette question de l'altérité. La question aussi d'ouvrir l'horizon des possibles. Enfin, c'est-à-dire que au-delà, voilà, d'aller promener son chien, on sort de sa cuisine, on sort de son horizon fermé, on découvre de nouveau le monde. Et puis peut-être aussi la question de la prévention, parce que finalement, on se dit, si on lutte contre l'isolement social, finalement, on s'ouvre aussi à un champ de prévention qui est quand même relativement simple et qui est quand même assez fantastique et efficace. Et puis moi, je finirai par la question de l'égalité des chances de bien vieillir. Parce que la question, elle est quand même là. Ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le risque d'exclusion sociale, c'est aussi un risque de vieillir de manière un peu déficitaire et un peu triste. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'on redise que cette question de bien vieillir, c'est aussi la question de l'égalité des chances de bien vieillir. On a l'égalité des chances à la maternelle. Aujourd'hui, osons dire que c'est l'égalité aussi des chances de bien vieillir. Donc effectivement, on le sait, nous ne sommes pas tous égaux face au vieillissement. Il y a des facteurs socio-économiques. Anne-Bérénice, qu'est-ce qu'on identifie comme effectivement, je pense que ça va être un peu les mêmes facteurs que tout au long de la vie qu'on va rencontrer, mais sauf qu'avec l'âge, ils vont continuer à exister en fait. Donc je pense que évidemment aux facteurs liés au CSP, au niveau socio-économique, mais aussi culturel, géographique, où est-ce qu'on va habiter, notamment pour les déserts médicaux. Je pense que ça joue. Puis ils ne sont pas forcément là où on le penserait le plus, ces déserts médicaux. C'est-à-dire, ce n'est pas que les zones rurales. Oui, voilà, on a vu récemment que, par exemple, des départements d'Île-de-France a été aussi touchés par ces problématiques. C'est le premier désert médical. Voilà. Donc, au vu de la population, parce que c'est ça qu'il faut regarder. C'est ça qu'il faut regarder. C'est là où les gens ont du mal à trouver, et notamment, et encore une fois, les personnes âgées. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ces inégalités, et avec l'avancée en âge aussi, où on va avoir peut-être des gens qui seront plus en situation de vulnérabilité, qui vont avoir d'autant plus besoin, et c'est là aussi où les inégalités vont ressortir aussi davantage. Très bien, donc on a insisté sur le lien social, sur quand même les moyens financiers et socio-économiques. Il y a aussi la santé. Françoise Fromageau, c'est pas à vous qu'on va la prendre. La santé au titre de l'OMS, mais je pense que c'est un peu le fil rouge qui nous lie depuis tout à l'heure. Je veux dire, cette question, c'est la santé avec un petit s, c'est-à-dire nous, médecins, modestement, et on essaie de s'occuper. Mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, on a sur cette question de la santé une responsabilité individuelle et une responsabilité collective. J'ai envie de dire, on a une responsabilité individuelle, évidemment, parce qu'on est chacun responsable de sa santé, mais on a aussi une responsabilité collective et solidaire autour de cette question du bien vieillir. Et on voit bien que la question du lien social, la question de l'épanouissement, la question de l'accès à la culture, ça participe évidemment à la santé. Donc ça, c'est votre conseil pour se maintenir en forme. Franchement, là, il faut aller voir des expos, il faut regarder du cinéma, il faut rester devant la télé. Il faut rêver, il faut imaginer, et puis il faut et puis en discuter avec ses voisins. Voilà. Très bien. Lire de la poésie, je sais pas, il y a plein de choses. Faire du théâtre, chanter, moi je chante. Là, vous savez, la chorale, c'est extraordinaire, c'est un lieu de rencontre extraordinaire. Voilà. Vous, Françoise, vous faites énormément de choses. Est-ce que, dites-nous, vous êtes médecin, vous êtes présidente de la Fondation je suis un peu hyperactive. Certains diraient que je suis un peu hyperactive. Je pense que j'ai beaucoup de chance. Et cette chance-là, je la transmets aux autres. Et effectivement, je donne beaucoup de temps pour les autres. Et je peux vous dire que tout ça me en fait travaillant à l'hôpital. Et j'en suis parfaitement heureuse. Et est-ce que je peux être indiscrète et vous demander votre âge? J'ai 67 ans depuis quelques mois. Très bien. Bientôt à la retraite. Et pas encore à la retraite. Et pas encore à la retraite. Voilà. Très bien.
Bien, j'avais envie de vous poser des questions sur un autre sujet, enfin sur un sujet connexe mais très important, celui de l'habitat. Donc on l'a vu dans le baromètre. Dans le baromètre. Donc on sait que le gouvernement veut mettre fin au tout EHPAD, faciliter le maintien à domicile, c'est ce qu'on appelle le virage domiciliaire. Nicole Bigas, comment une fondation comme Mutac peut aider dans le domaine de l'habitat? Est-ce que vous avez des actions dans ce... Alors, ce n'est pas forcément le sujet sur lequel nous sommes le plus branchés, puisque nous sommes plutôt sur la façon de vieillir, la lutte contre justement l'isolement, la prévention, l'accompagnement, l'assistance des personnes dans leur lieu de vie. Mais nous avons quand même, dans les actions que nous finançons, retenu par exemple deux opérations. L'une qui s'appelle Remue-Ménage, c'est-à-dire que c'est une opération qui, je crois, est de la Société de Bordeaux, permet justement de faciliter, lorsqu'il y a un déménagement, de faciliter aux personnes âgées la prise en charge, parce que c'est quand même un sacré traumatisme, un déménagement, et surtout quand on est âgé et qu'on a accumulé toute une vie. Donc comment arriver à faire en sorte de dépasser ces traumatismes et d'aider techniquement, pratiquement, et bien sûr aussi sociologiquement, ces personnes à déménager. Donc il y a là tout un support associatif très important. Donc on a financé cette association. On a aussi financé une association récemment, AEBE, qui permet de remettre en état un ensemble immobilier qui date de 1830 et qui doit être réaménagé en maison collective, justement pour des personnes âgées dans le cadre d'une commune qui n'avait pas tous les moyens pour le faire. Donc on a participé par l'intermédiaire de ce prix à Ça se trouve où? Elle se trouve alors à AEBE, en Ardèche, voilà, c'est ça. J'ai oublié le lieu. Donc, ce sont des petits exemples comme ça qui, lorsqu'il nous semble opportun de le saisir et surtout de le financer, nous faisons en sorte que, bien sûr, ça soit un exemple et que ce soit après reproductible dans la mesure, bien sûr, des possibilités. Alors, je voulais peut-être rajouter aussi que sur l'habitat, l'étude BVA montre bien quand même que selon l'âge du répondant, l'analyse de l'habitation n'est pas la même. Sur les personnes âgées, et ceux qui ont plus de 60 ans, c'est 80% d'entre elles, donc c'est pas rien quand même, c'est bien sûr le domicile. On le comprend, on l'a vu, on l'a dit. Mais pour les jeunes intermédiaires, si je puis dire entre 30 et 39 ans, c'est la colocation, la maison partagée, le foyer pour personnes âgées. Et pour les plus jeunes et les moins de 30 ans, c'est le domicile chez les proches. Il n'y a que 2% qui veulent les maisons médicalisées retraite. Mais le fait que ce soit les 30-39 ans colocation, les moins de 30 ans les proches et les plus de 60 ans le domicile personnel est significatif des alternatives qui existent dans ce domaine-là et surtout de la façon dont ces répondants expriment leur propre vécu et leurs propres souhaits. Il est bien évident que les moins de 30 ans, le plus longtemps possible, s'ils peuvent rester chez eux, chez les parents, ils le font pour des raisons pratiques, et peut-être aussi affectives, mais surtout pratiques. Les 30-40 ans ont pour beaucoup d'entre eux pris l'habitude aussi de partager, de faire de la colocation, de diminuer les frais, d'avoir des échanges beaucoup plus fructueux. Et les personnes âgées, souvent se retrouvent seules et donc veulent rester chez soi. Donc c'est important de dire que pour l'habitat, il n'y a pas une réponse unique. Il y a plusieurs types de réponses, mais dans tous les cas de figure, c'est ne jamais rester seul. Soit à domicile, avec un animal de compagnie ou pas, avec son environnement proche, soit partagé, soit chez les proches, mais en tout état de cause, jamais seul. Très bien, il y a plein de formules effectivement d'habitat, mais alors on s'y perd parfois un peu. Il y a les résidences autonomie, les résidences services, les EHPAD, l'habitat partagé. Est-ce que, Anne-Bérénice, vous pouvez nous remettre un peu les idées au clair et surtout nous dire, mais qui finance parce que tout ça n'est pas gratuit, bien sûr. On va essayer de faire rapide. Bon, le domicile, je pense que tout le monde a le domicile historique. L'EHPAD, je pense que tout le monde voit à peu près aussi. Donc, les établissements médicalisés destinés à des personnes qui sont plutôt en perte d'autonomie importante. Et puis, entre les deux, il y a ce qu'on va appeler les habitats intermédiaires, notamment. Donc, il y a les résidences autonomie, anciennement logement-foyer. Donc là où, en fait, ce sont des résidences médico-sociales où, alors, du coup, chaque personne a un logement indépendant, donc un studio ou un petit F2, voilà. Il peut y vivre seul ou en couple, avec des espaces collectifs partagés où il peut avoir des services, de la restauration, une sécurité de jour et de nuit, notamment.
Ça, c'est les résidences autonomie. Et puis, à côté, il y a les résidences-services, donc qui sont ni plus ni moins que la même chose, mais qui ne sont pas réglementées de la même façon, qui, elles, ne sont pas du médico-social, sont sur le secteur privé, en fait. C'est pas la même réglementation et pas les mêmes tarifs. Et pas les mêmes tarifs, voilà. Bon, alors, se développe maintenant pour complexifier un petit peu des résidences services sociales avec des bailleurs sociaux, et donc, du coup, qui restent accessibles à des personnes plus modestes. Mais effectivement, c'est des services qui sont assez proches, puisque c'est aussi des logements indépendants, des petits studios indépendants, avec aussi des prestations, voilà, mais qui vont être facturées en plus. Alors qu'en résidence autonomie, en général, on paye un package, ce qu'on appelle une redevance, l'équivalent d'un loyer. Et du coup, on a accès voilà, aux veilleurs de nuit, SIA, à la thé à l'alarme, etc. Et puis, du coup, se développe depuis quelques années, enfin quelque chose qu'on dit nouveau, mais qui avait déjà des ancêtres depuis quand même les années 80, 70, voire 60. C'est tout ce qu'on appelle l'habitat inclusif. Donc là, on est plutôt sur, donc ça a été défini légalement avec la loi Elan en 2018. Et là, on est vraiment sur des plus petites structures, avec vraiment cette volonté d'inclusion dans la cité, avec des projets de vie sociale et partagée, qu'on appelle maintenant, et qui se développe énormément avec une réglementation qui est assez mouvante et des opportunités, puisque effectivement, les pouvoirs publics ont vu là une opportunité aussi de répondre à ce défi du vieillissement et à cette problématique de l'habitat, et qui répond à ce qu'on a vu dans le baromètre avec ces colocations. Ça peut être de la colocation, ça peut être des habitats groupés, donc du type des béguinages par exemple. Ça peut être des béguinages, redites-nous, c'était au Moyen-Âge, les femmes qui se regroupaient. Exactement, donc ça c'est comme quoi on dit que c'est nouveau et puis finalement pas tant. C'est très ancien. Voilà. Le recyclage, c'est bien. Mais là, ça va être chacun va avoir un logement situé donc assez proche et autour d'un espace commun en général, où ça peut être une cour ou une maison. Et en général, on a une personne qui va être, on les appelle différemment dans chaque lieu, voilà, un médiateur, une maîtresse de maison, quelqu'un qui va animer un petit peu la vie des uns et des autres. Et puis chacun des résidents va pouvoir veiller aussi sur son voisin en fait. Voilà. On peut avoir des choses très différentes, donc comme par exemple, je disais, les colocations, notamment des colocations pour les personnes Alzheimer, qui ont des troubles cognitifs. Et ça, c'est aussi très intéressant. Donc, 7-8 personnes, par exemple, les petits frères des pauvres en ont une à Beauvais, qui a déjà été évaluée et qui existe depuis plusieurs années. Donc, il y a plusieurs personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer avec une maîtresse de maison. Alors là, du coup, un besoin est plus poussé puisque c'est des gens qui sont moins autonomes. Donc là, il y a vraiment il y a toujours une aide à domicile qui est présente 24/24 en fait, qui permettent de mutualiser en fait les aides de chacun pour pouvoir avoir cette prestation. Voilà, ce qui permet aux aidants justement de pouvoir s'économiser aussi et d'avoir des personnes et un habitat complètement adapté à leurs troubles. Et chacun est chez soi. Chacun dans sa chambre. avec son domicile. Sa chambre, là. Ouais. Dans la colocation, c'est chacun à sa chambre. Des fois, en fonction des modèles, ils peuvent avoir chacun sa salle de bain. Voilà, c'est tout. Et en fait, ce qui est intéressant dans ces projets, donc qui se déclinent maintenant sur l'ensemble du territoire, c'est que c'est très individualisable, en fait. Donc, à la fois, c'est intéressant et en même temps, pour les chercheurs que nous sommes, c'est difficile, voilà, parce que tout est vraiment très hétérogène et ça part dans tous les sens. Mais ça répond vraiment aux besoins de chacun, en fait. Donc, il y a des grands modèles qu'on voit, il y a des structures qui vont développer des modèles et qui vont pouvoir essaimer. Mais il y a aussi des collectifs de personnes âgées, par exemple, qui disent moi, j'ai envie de vieillir comme ça et je vais monter cet habitat. Voilà. Donc on voit que les modes d'habitat sont en pleine ébullition, il y a plein d'innovations, même au sein des EHPAD. On parle beaucoup d'EHPAD hors les murs, de projection de l'EHPAD et puis d'inclusion de l'espace extérieur dans l'EHPAD. Est-ce que, Françoise, vous voyez ça, vous, sur le terrain? Non, moi, je trouve que la question du domicile, elle est extrêmement intéressante et elle est vraiment en lien avec la question du vieillissement. C'est faire domicile, habiter domicile, garder sa place dans la société. Et garder sa place dans la cité, c'est extrêmement important, le domicile. Et je pense que la question aussi, c'est la question, mais vous le disiez tout à l'heure, la question de l'accessibilité géographique, financière aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant de regarder qu'est-ce qu'on réserve à cet habitat collectif pour les personnes les plus démunies de notre société, les personnes précaires, les personnes migrantes, par exemple. On a un vrai sujet aussi. Les personnes LBGT, par exemple, la Croix-Rouge participe à Lyon à un EHPAD, enfin en tout cas un habitat collectif qui accueille des personnes homosexuelles. Donc je pense que vraiment
On est aujourd'hui, mais je pense que ça, les jeunes nous le disent même dans le baromètre, dans un parcours résidentiel qui est vraiment très nouveau. Parce que même à la campagne, aujourd'hui, les personnes âgées peuvent quitter le domicile familial pour se rapprocher du bourg. Même en Bretagne, je veux dire, c'est quelque chose qu'on voit arriver, ce parcours résidentiel. Ça, c'est vraiment des choses nouvelles. Et puis, il y a peut-être quelque chose sur lequel j'ai envie, alors je reprends une casquette de gériatre, de remettre en avant, c'est la question, en tout cas, de la discrimination autour de l'accueil dans ces différentes résidences. Parce qu'on voit bien que là, pour le coup, la question de l'autonomie, la question de la dépendance physique ou psychique, elle peut impacter très fortement sur le fait de pouvoir ou pas habiter une telle résidence. Et là, il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur cette question-là d'un accueil un peu universel, un peu large, et surtout l'accueil, en tout cas, sur la fin de vie. Parce qu'on voit bien que parfois, même les EHPAD d'ailleurs, ne sont pas forcément en capacité d'accueillir leurs résidents pour la fin de vie, alors qu'eux réclament de retourner chez eux, même si c'est une chambre d'EHPAD. Ils préfèrent en tout cas mourir à l'EHPAD plutôt que de mourir à l'hôpital. Donc là, il y a un petit sujet aussi autour de l'accompagnement des personnes en rapport avec leur perte d'autonomie, vraiment trouver le meilleur endroit et suivant ce qu'ils veulent aussi et pouvoir recueillir justement leur choix, leur autodétermination jusqu'à la fin. Ce que vous avez dit est extrêmement important. Donc on voit qu'il y a plein d'innovations. Vous nous avez parlé de Beauvais avec les petits frères des pauvres. Vous m'avez parlé d'un réseau en Seine-Saint-Denis. Redis-nous concrètement. Les Baba Yaga. Que les gens comprennent bien. Qu'est-ce que c'est les Baba Yaga? Voilà, c'est exactement. C'est des femmes extrêmement engagées qui se sont dit, nous, on s'aime bien. On est copines ou pas d'ailleurs, bref, on partage un certain nombre de valeurs, et on va organiser, anticiper, parce que je pense qu'on n'a pas encore dit le mot, mais on va anticiper finalement un habitat quand on sera un peu plus âgé, on aura besoin d'avoir un peu plus de lien social, peut-être un certain nombre de services partagés, une cuisine commune, enfin voilà, donc ces femmes, et ça a fait en tout cas légion à la fois en France et dans l'Europe. C'est vraiment un mode d'habitat partagé qui est extrêmement, même en Bretagne pour tout vous dire. Donc, voilà, vous nous faites un peu rêver là avec vos colocations entre vieux, on a l'impression de se retrouver étudiants. Voilà, exactement. Mais est-ce que ça peut être vraiment l'alternative à l'EHPAD? Alors il y a même parce que là nous par exemple à la Croix-Rouge on développe des résidences seniors adossées à un foyer maternel avec des jeunes mamans qui ont des enfants qui sont seuls. Et je peux vous dire que là, ça fait avec des cuisines partagées, des lieux de vie partagés, un jardin partagé. Et je peux vous dire que là, ça fait, alors là, ça envoie du steak, comme ils disent les gamins. C'est vraiment des lieux, en tout cas, de cohésion sociale, de vie ensemble, qui sont extrêmement intéressantes. Donc ça se développe. Et il faut oser. Alors sur l'avenir, etc., je pense qu'effectivement c'est une réelle alternative. Ça répond à une hétérogénéité des besoins parce que la population âgée est hétérogène. Mais après, pour moi, c'est des modèles qui ne sont pas du tout en concurrence et qui ne répondent pas aux mêmes besoins. Donc je pense que l'EHPAD, on en aura toujours besoin. Oui. Et que les gens qui se dirigent vers ce type d'habitat ne sont pas les mêmes qui se dirigent vers l'EHPAD. Et effectivement, la question du parcours résidentiel et des trajectoires et de l'accompagnement qu'on va faire dans des situations de perte d'autonomie, et on le redit, la perte d'autonomie ne touche pas la majorité des personnes âgées. Donc du coup, mais pour celles qui vont en avoir besoin, il faut l'anticiper aussi. Et typiquement, ce genre d'habitat, pour des gens qui sont en grande dépendance, ce serait les mettre en danger que de rester dans ce type d'habitat. Ou dans les résidences autonomie, par exemple. Et ce n'est pas l'objectif non plus. Donc on aura toujours besoin d'une solution comme l'EHPAD, mais effectivement, pas pour tout le monde, et que ces modèles-là sont très intéressants aussi. EHPAD mieux contrôlé, mieux géré et moins lucratif si c'est possible. Ouais. Non, mais pour le non lucratif associatif ou public. Vous avez évoqué le sujet de la fin de vie. Donc, le gouvernement a relancé le débat. Le débat ne fait que s'engager, mais on ne peut pas ne pas l'évoquer. Est-ce que vous estimez qu'il faut investir massivement sur les soins palliatifs ou est-ce que vous estimez qu'il faut aller plus loin ? Je veux dire que je ne suis pas là pour m'exprimer au nom de la Fondation, qui n'a pas pris de position sur ce sujet de façon officielle, en tous les cas. Mais à titre personnel, je pense qu'effectivement, c'est un vrai sujet qu'il faut travailler, qu'il faut pousser. C'est vrai que les soins palliatifs et la loi Leonetti a le mérite d'exister. C'est vrai aussi que les soins palliatifs ne sont pas gérés de la même façon partout, qu'il y a des endroits où, effectivement, ils sont relativement bien suivis, d'autres où ils le sont moins.
Peut-être que ma collègue ne sera pas d'accord d'ailleurs là-dessus. Mais en tout état de cause, à titre personnel, je pense qu'on peut aller plus loin. Et j'en voudrais peut-être pour exemple qu'on suive ce qui se fait en Espagne, en Belgique, en Suisse. Nous sommes, de mon point de vue, en France, très en retard sur ce sujet de société qui impacte tout le monde. Françoise. Je pense que c'est un débat vital, je dis exprès, légitime et éthique. Et je pense que personne a envie de mourir, hein, et on a envie de se dire que la mort c'est pour les autres, sauf que c'est pas vrai. La mort c'est pour chacun. Et se dire aujourd'hui, quand on regarde le nombre de nos concitoyens qui ont rédigé des directives anticipées, c'est quand même assez décevant. La vraie... Moins de 10%. Moins de 10%, ouais, même moins de 5%. D'ailleurs, peut-être que ça a rebougé depuis, mais enfin, en tout cas, c'est très peu. Après, moi, je travaille en soins palliatifs. Donc, effectivement, la question de l'euthanasie active ou du suicide assisté nous perturbe, puisque nous aujourd'hui, on accueille des patients en fin de vie et notre vrai sujet, en tout cas, c'est de les soulager sur le plan physique et psychique. Et c'est vrai que dans ma pratique, moi j'ai eu quelques patients qui sont arrivés avec des demandes de sédation ou des demandes d'euthanasie. Et une fois qu'on a pris le temps de les écouter et puis pris le temps aussi de les soulager sur le plan physique et moral, forcément que la demande n'était pas forcément aussi pressante. Mais je pense il faut ouvrir des espaces de parole, il faut parler de la mort. Parce que je dirais, quelque part, ça nous fait parler de la vieillesse, ça nous fait parler du vieillir, hein, ensemble, collectivement. Hein. Et puis, je pense aussi quand même que finalement, il faut laisser le choix à chacun. Et puis, ça fait parler de la qualité de vie aussi. Parce que c'est aussi la question du bien vieillir. On est toujours dans ces questions-là. Et puis, moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter, et je crois que je ne sais plus qui a dit ça tout dernièrement, il ne faut pas hésiter à laisser l'émotion aussi s'inviter dans nos débats. Parce que, je veux dire, on n'est pas que sur un débat de professionnels, de médecins, de professeurs de médecine ou d'éthique. On est aussi sur un débat citoyen et sur l'humain. Donc, laissons aussi, je dirais, les citoyens, l'humain, l'émotion s'inviter en tout cas à cette discussion. Ça me semble extrêmement important. Anne-Bérénice, vous êtes d'accord avec ça? Je rejoins, hein, donc je ne suis pas du tout experte sur le sujet comme peut l'être ma collègue, mais effectivement, je pense que c'est un sujet de société très important et les chercheurs en sciences humaines et sociales se sont déjà emparés du sujet et vont continuer à le faire. Et c'est vrai que c'est des vraies questions qu'il faut regarder sous différents angles de vue, que ça soit médical, éthique, social, sociétal. Surtout, vous l'avez dit, madame, dans une société où on va voir de plus en plus de centenaires. La question, je dirais, alors on sent bien les dérives arriver quand même. Donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant et qu'on mette des garde-fous extrêmement forts. Si jamais on décide effectivement de légiférer sur l'euthanasie active, que les choses soient extrêmement cadrées. Mais on n'a pas vu de dérapage là où dans les pays où ça existe. Je pense que là, vraiment... Ça peut être un bel exemple aussi. Voilà. Je pense que la majorité de nos concitoyens sont favorables, en tout cas à l'euthanasie. Oui. Les sondages sont assez... Et voilà. Laissons le débat, on va vivre quelques semaines de débats assez intéressants. Alors d'ailleurs, il est peut-être temps pour nous de donner la parole à la salle. Je ne sais pas si les journalistes présents... Monsieur, alors... Présentez-vous, dites-nous pour quel média Jacques Descourtis, je suis là pour le fil social et aussi pour la lettre de l'économie sociale. J'ai des questions qui concernent principalement... Je fais un aparté sur l'euthanasie. Vous dites que les sondages disent que la très très grande majorité de la population est favorable. Ça dépend comment la question est posée. Oui, voilà. Non, mais ça, c'est un autre sujet. Il y a raison des débats qui, à chaque élection présidentielle, reviennent. Enfin, oui. Voilà, ça fait partie des marronniers. Voilà. Enfin, ça, c'était un aparté. C'est pas mais vous avez complètement raison, je dis ça pour être provocatrice. À propos du sondage, ça sans doute été dit, mais j'ai pas entendu. À partir de quel âge le questionnaire considérait-il que les personnes étaient âgées? Vaste sujet. On en parlait. Il n'y a pas de questions posées. Il n'y a pas de questions posées parce que vous ne disiez pas toujours le vieux de quelqu'un et le jeune de quelqu'un déjà. Oui. C'est ce que montre quand on leur demandait à quel âge vous êtes senti trop jeune ou à quel âge on vous a fait sentir que vous étiez trop vieux. Alors on vous a donné les moyennes parce qu'il fallait aller vite, mais il y a un panel de réponses très diversifiées.
Donc on peut se sentir vieux très jeune. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de... Donc ça, et nous, on a considéré quand même dans notre enquête, quand je vous disais les générations les plus âgées, c'était les 60-69 et 70 et plus. Mais on a eu le besoin, effectivement, à la lecture des résultats, de faire une césure à 70 et plus, et pas simplement de se contenter des 60 et plus, parce que 60 et plus, c'est un univers. C'est il y a plusieurs vies dans 60 ans et plus aujourd'hui, alors qu'il y a 30 ans, 60 ans et plus, c'était assez homogène, ou 40 ans, les gens mouraient plus jeunes. Donc là, c'est vrai que 60 ans et plus, il y a encore 30 ans de vie possible, donc avec des sous-segmentations effectivement à faire, qui existent côté jeunes et qui n'existent peut-être pas suffisamment encore au niveau sociétal. On parle des personnes âgées en englobant un peu tout le monde, et on l'a vu en voyant beaucoup de personnes en perte d'autonomie, mais sans doute qu'il y a une autre façon, et c'est un gradient. Et puis je crois que, pour finir, la vérité, ce qui est en filigrane, c'est que l'inclusivité, ça veut dire que l'âge n'est pas un critère. On est un individu, avec quelque part l'âge de ses envies et de ses rêves. Ouais. Deux questions sur le sondage, je suis désolé. Alors, je crois que c'est 5% des personnes âgées. Alors, je me souviens plus si elles se sont investies ou si elles souhaitent s'investir dans le bénévolat. C'est un peu étonnant comme chiffre, parce que les chiffres qu'on entend sont généralement beaucoup plus élevés. Alors, elles ont envie, mais je crois, alors j'ai plus en tête le chiffre, mais la part de personnes âgées qui s'investissent dans les associations est très élevée, mais ce n'est pas 100%. Voilà. 25 à 30%. C'est ça. À la Croix-Rouge française, par exemple, parce que je connais bien la Croix-Rouge, c'est plus de 30% au-delà de 60 ans. Et quand d'ailleurs on leur a demandé de rester chez eux lors du Covid, parce qu'on a eu cette discrimination aussi, je peux vous dire que c'était compliqué, en tout cas, d'assumer les missions bénévoles. Hein. Si les personnes de plus de 60 ans arrêtaient leur bénévolat aujourd'hui, je veux dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne ferait plus en France. C'est un peu contradictoire, ça. Avec les 5%, je crois que c'est le chiffre. Oui, alors après, il y a peut-être un petit biais. C'est une enquête en ligne. À 60 ans, il y a et notamment la Covid a été un formidable accélérateur de digitalisation des seniors qui se sont... Mais il y a quand même encore peut-être un biais, on va dire, socio-économique, c'est-à-dire que peut-être dans les personnes les plus âgées de notre enquête, on a des gens qui ont un niveau social peut-être plus élevé que la moyenne de cette tranche d'âge-là. Et que voilà, c'est peut-être là, et donc on a finalement des seniors un peu plus actifs que la moyenne qui ont répondu. Voilà. Mais là, c'était compliqué de redresser. Et aussi, si je puis me permettre, pour certains seniors, le fait de s'engager bénévolement, c'est aussi une lutte contre l'isolement. Moi, à la Croix-Rouge, j'ai des personnes qui me disent « Heureusement que je viens 2 fois par semaine, c'est les 2 fois où je ne mange pas seule. » Donc, je veux dire, cette question de l'engagement bénévole, il est aussi, en tout cas, dans les motivations de l'engagement. La lutte contre l'isolement. Nous, on a fait un baromètre des bénévoles, et ça sort extrêmement fort, en tout cas sur la tranche d'âge après 50 ans. Vous aviez une autre question ? Oui, j'ai une troisième question. Je suis désolé. C'est plutôt un étonnement. Je suis étonné que vous ayez été étonné quand vous-même, là, quand vous dites que... Alors là, j'ai pas le chiffre, j'ai plus le chiffre en tête, que beaucoup de personnes âgées pensent à arrêter le sport, les activités physiques. Mais je trouve qu'il y a des activités physiques qui sont quand même assez dangereuses. Jouer au rugby à 70 ans, franchement, je ne pense pas que ce soit très recommandé. La question, c'était que ça n'était pas la question, c'était que vous autorisez. C'est pas tout à fait je ne peux plus faire, donc je ne fais plus. Vous voyez, il y a quand même ça on l'a dans le CALI, c'est pas un sondage, ça c'est un sondage quantitatif, mais on l'a dans le CALI, des personnes âgées qui disent en fait je fais plus ça parce que c'est plus de mon âge. Ouais. C'est pas tellement parce que elles peuvent plus. Vous voyez, donc il y a aussi ça. Dans l'enquête, c'était vraiment y a-t-il des activités que vous ne vous autorisez plus. C'est pas que vous ne pouvez plus faire, que vous ne vous autorisez plus.
Donc voilà, il y a quand même une frustration. Je suis désolé, on ne s'autorise plus certaines activités à partir d'un certain âge parce qu'on estime qu'elles sont dangereuses pour soi. Je prends l'exemple du rugby, monter à cheval, le ski par exemple, c'est génial, les remontées sont gratuites à partir de 75 ans en général, dans beaucoup de stations. Et j'ai déjà vu, il y a toujours des skieurs, de très bons skieurs qui ont plus de 75 ans, mais c'est quand même assez limité. Quoi. Non, mais oui, c'est sûr. De toute façon, et on voit d'ailleurs que cette limitation des activités physiques, ça concerne essentiellement les 60 ans. La natation, par exemple, c'est un très bon sport pour les vieux. Ça, c'est toute la vie. Nous, ce qu'on développe, par exemple, c'est la question. Il y en a qui faisaient du football, sous Clément, là, dans Odyssée. Il a fait faire du foot à des mamies. Je dirais, il y a toute la question. Nous, on fait faire du char à voile accompagné aux personnes âgées. Vélo à tout âge, les triporteurs. Voilà, ça redonne cette sensation, en tout cas, de liberté et d'activité sportive. Je crois qu'il ne faut pas. Voilà. Bien, le sujet est passionnant, mais l'heure tourne, donc je suis obligée de vous couper. Peut-être une dernière question, un peu prospective. Comment est-ce que vous voyez les vieux dans l'avenir? À quoi ressembleront nos vieux dans le futur? Moi, je pourrais répondre en disant qu'ils seront de plus en plus jeunes, parce que de plus en plus on se maintient en forme, de plus en plus on lutte justement contre les méfaits de l'âge, soit de façon naturelle, soit de façon artificielle, soit de façon alimentaire, soit de façon sociétale. Et que ces vieux, comme l'on dit, c'est un mot peut-être qui peut avoir une connotation chez les anciens, mais qui n'est pas forcément bien vécu quand on l'exprime. Le terme de senior est peut-être plus large. Il y a moins de catégories. On peut être senior à 50 ans comme on peut être senior à 90 ans. Donc c'est important de dire simplement qu'il y en a de plus en plus, puisque je disais tout à l'heure, les 2 tiers de la population française auront plus de 60 ans en 2050. Donc je pense que la place des anciens est une place qui doit être respectable et respectée beaucoup plus qu'elle ne l'est. Et d'ailleurs, quand on analyse le baromètre, on s'aperçoit que les plus compensent les moins. C'est-à-dire que ceux que l'on considère comme étant des personnes qui coûtent des sous, qui sont inutiles, qui sont méprisables, etc., qui servent à rien. Il y a d'autres côtés qui disent qu'ils sont plus sereins, ils sont plus libres, ils sont plus disponibles, ils ont le savoir, ils savent dupliquer, éduquer, apporter, accompagner. Donc c'est peut-être mettre plus en avant les vertus positives que la vieillesse peut apporter à des générations plus jeunes. Et je pense que c'est en ça que justement l'utilité des personnes âgées se révélera. Et le baromètre devait nous indiquer de quelle façon ce regard change dans les années qui viennent et de quelle façon on doit accompagner ce changement pour qu'il soit encore plus rapide. Je crois que c'est 1/3 de la population qui aura plus de 60 ans. 24 millions en 2060, c'est pas compliqué. 24 millions depuis 60 ans en 2060, ça... En fait, les vieux, on va vachement les voir. C'est 1/5 actuellement, et c'est 1/5 actuellement, et c'est 2/3 incontournable. On va les voir. Ça sera, à mon avis, des vieux connectés, peut-être des vieux réparés, parce qu'on est en train de travailler sur cette question-là. Ça sera des vieux qui seront hyper exigeants sur leur lieu de vie, parce qu'ils auront vécu la transition écologique, la transition climatique, les crises. Donc, ils seront exigeants sur ces questions-là. Je pense qu'ils auront toujours besoin de dire les choses, une parole citoyenne. Ils auront besoin de participer. Et puis peut-être aussi, quelque part, et c'est peut-être maintenant qu'il faut qu'on se pose la question du financement public d'ailleurs de nos politiques. Et moi, j'incite les futurs vieux à co-construire les politiques publiques de demain. C'est-à-dire que c'est maintenant que ça se construit. C'est pas 5 minutes avant, c'est maintenant. Investissez-vous, en tout cas, pour co-construire des politiques publiques, qu'on soit bien vieux demain et heureux. De bons vieux. De bons vieux. Sur ces belles paroles, je vous remercie toutes les trois. Et nous allons laisser le mot de la fin à Martine Deschamps, qui est membre du comité national de la Semaine Bleue. Merci à vous entendre sur cette table ronde. Je pense que le comité national de la Semaine Bleue est tout à fait en phase. Et en 2022, notre thématique, c'est « Changeons notre regard sur les aînés et brisons les idées reçues ». Je pense que c'est tout à fait, ça rentre bien dans vos discussions. Un petit rappel, la Semaine Bleue, elle a fêté ses 70 ans l'année dernière. On est passé en 1951 à la journée des vieillards, c'était une quête sur la voie publique. Et puis maintenant, bien sûr, avec
tout ce qu'on a connu comme évolution de la personne âgée, on est plutôt maintenant dans une semaine où on a des thèmes qui permettent surtout, et nous, à la Semaine Bleue, notre principale conviction, c'est qu'il faut mettre les générations entre elles, il faut les faire travailler ensemble. Ce que je voulais dire aussi, c'est que la Semaine Bleue, depuis très longtemps, poursuit son combat pour promouvoir la contribution des aînés à la vie économique, à la vie sociale, à la vie culturelle de notre pays. Tous des projets qui sont basés sur l'intergénérationnel. Parce que nous pensons, nous, à la Semaine Bleue, que cette nouvelle thématique, d'ailleurs cette année, illustre parfaitement l'ambition de la Semaine Bleue. Mettre à l'honneur les personnes âgées. En tout cas, voilà, cette table ronde était très intéressante. On peut poursuivre notre action à la Semaine Bleue parce qu'on est complètement en phase avec les dames qui ont parlé lors de cette table ronde. Alors, changeons le regard sur les aînés, brisons les idées reçues. Merci à tous et bonne continuation et bonne journée, bonne fin de journée.